L'Antarctique demeure au XXIe siècle le continent le plus énigmatique et le moins compris de la planète. Sa nature, mal appréhendée, fait que la plupart des gens aujourd'hui ne connaissent ni sa véritable taille ni sa forme exacte. Cette méconnaissance est amplifiée par la représentation déformée de l'Antarctique sur les cartes bidimensionnelles, où il apparaît souvent étiré et même placé en bas des cartes. En réalité, l'Antarctique est le cinquième plus grand continent, surpassant l'Australie et l'Europe en superficie et se rapprochant de l'Amérique du Sud en termes de taille. Pour visualiser sa véritable échelle, on pourrait superposer l'Antarctique à un continent plus familier, comme l'Amérique du Nord. L'Antarctique est largement plus grand que les 48 États continentaux des États-Unis. La distance de la péninsule antarctique à l'extrémité opposée du continent équivaut à celle des îles arctiques canadiennes jusqu'au Mexique. Si on le plaçait sur l'Europe, l'Antarctique s'étendrait du nord de la Norvège et de la Finlande jusqu'à l'Iran et l'Irak au sud-est, et dépasserait largement l'Irlande vers l'Atlantique central à l'ouest. C'est une région immense, presque entièrement dépourvue de vie humaine. La population humaine en Antarctique fluctue de 4000 personnes durant les mois plus cléments de l'été austral à seulement 1000 durant les longs et rigoureux hivers antarctiques. Lorsque l'obscurité permanente enveloppe le continent et que les températures chutent sous les moins 34 degrés Celsius. Mais ce n'est pas seulement le climat impitoyable qui maintient la population à un niveau si bas. L'Antarctique est aussi extrêmement isolé et difficilement accessible. Située à l'extrémité sur le globe, la plus grande colonie humaine proche est Ushuaia, à l'extrême sud de l'Argentine, située à environ 1000 km de la péninsule antarctique. Malgré cette proximité relative, Ushuaia et l'Antarctique sont séparés par le fameux passage de Drake, l'une des portions d'océan les plus tumultueuses et dangereuses du monde. Ici, au sud du monde civilisé, les océans austral et pacifique se rejoignent sans entrave dans l'Atlantique, créant le seul endroit de l'hémisphère sud où les vents et les courants marins circulent librement autour du globe, sans obstacle terrestre. Cette libre circulation permet aux vents et aux courants d'accélérer et de gagner en intensité. Combinée à la rencontre des eaux plus chaudes au nord et des eaux plus froides au sud, cette dynamique produit des vagues puissantes dans le passage de Drake, pouvant atteindre près de 20 mètres de haut lors des conditions météorologiques extrêmes. Ces conditions difficiles, alliées aux vastes distances séparant l'Antarctique des autres continents voisins comme l'Afrique et l'Australie, expliquent pourquoi les yeux humains n'ont probablement jamais aperçu ce continent gelé avant le XIXe siècle, lorsque la première découverte enregistrée de l'Antarctique a été faite par un navire russe en 1820. Même aujourd'hui, plus de 2 siècles plus tard, notre compréhension de ce continent isolé reste limitée, en particulier concernant ce qui se trouve sous l'immense calotte glaciaire antarctique. La glace recouvre plus de 98% de la surface du continent, ne laissant que quelques zones de terre exposées. En moyenne, la calotte glaciaire s'étend sur plus de 2 km d'épaisseur, atteignant jusqu'à 5 km ses points les plus épais, soit presque la hauteur de 6 tours Burj Khalifa empilées. Cette épaisseur de glace contient 61% de l'eau douce mondiale et sa fonte complète élèverait probablement le niveau de la mer de près de 60 mètres, causant des destructions massives, notamment en Floride et le long des côtes du Golfe et de l'Est des États-Unis. La calotte glaciaire de l'Antarctique est si épaisse et impénétrable qu'il est souvent dit que nous en savons plus sur la surface de Mars que sur ce qui se trouve sous cette glace. Au lieu de forer à travers des kilomètres de glace, nous utilisons le sondage par échoradio, qui consiste à envoyer des ondes radio depuis des avions survolant la région et à analyser leur résonance pour visualiser ce qui se trouve en dessous. Cependant, étant donné l'immensité du continent, cette méthode est extrêmement coûteuse et chronophage. Par conséquent, plus de 90% de l'Antarctique sous la glace reste non cartographié et inconnu. Néanmoins, les quelques données que nous avons obtenues grâce à cette technique révèlent des informations fascinantes. Ces premiers aperçus, sous la plus grande calotte glaciaire du monde, sur le continent le plus mystérieux du monde, continuent de captiver les scientifiques et les chercheurs, alimentant notre quête de connaissances sur cette région extrême et isolée. Pour commencer, il est important de noter que l'Antarctique n'est pas réellement une masse terrestre unifiée sous la glace comme elle semble l'être en surface. Si toute la calotte glaciaire du continent fondait ou était retirée, la véritable configuration géographique de l'Antarctique serait révélée. Ce que nous considérons actuellement comme la péninsule antarctique émergerait en réalité sous forme d'un archipel distinct d'îles montagneuses souvent désignées sous le nom de Petite Antarctique. En revanche, la majeure partie du continent, connue sous le nom de Grande Antarctique, resterait émergée et présenterait une superficie comparable à celle de l'Australie. Chacune de ces deux moitiés distinctes de l'Antarctique, l'une archipélagique et l'autre continentale, se caractérise par des géologies et des histoires radicalement différentes. La zone de la Grande Antarctique, située à l'est du continent, est composée de roches ignées et métamorphiques anciennes. En revanche, la Petite Antarctique archipélagique, beaucoup plus jeune, est constituée de roches sédimentaires et volcaniques.
Un fait fascinant est que la petite Antarctique fait partie de la ceinture de feu du Pacifique, une chaîne continue de lignes de failles tectoniques et de volcans actifs qui s'étend sur presque tout le périmètre de l'océan Pacifique et qui existe depuis environ 35 millions d'années. En conséquence, la plupart des archipels et des îles de la petite Antarctique sont de nature volcanique, malgré leur apparence glacée. Le mont Erebus, situé à l'est de l'Antarctique, est le volcan actif le plus élevé du continent et le plus méridional de la planète. Ce volcan possède un lac de lave en fusion dans son cratère sommital, observable depuis les années 1970, et a connu sa dernière éruption en 2020. La température annuelle moyenne autour du mont Erebus est d'environ -7 degrés Celsius. Pendant les mois d'hiver antarctique, entre avril et septembre, la température ne dépasse jamais -20 degrés, et peut descendre jusqu'à -62 degrés en août. Suffisamment froid pour provoquer des engelures sur la peau exposée en quelques minutes et pour geler instantanément de l'eau. Si l'on verse un bol d'eau chaude dans l'air à ces températures, il se transformerait en neige avant même de toucher le sol. C'est un environnement extrêmement hostile où l'on ne s'attend pas à trouver beaucoup de formes de vie. Pourtant, juste sous la surface du mont Erebus se trouve un monde entièrement nouveau que nous commençons à peine à comprendre. Des décennies, voire des siècles de vapeur chaude produite par le volcan ont creusé un réseau de tunnels à travers la glace sous la montagne. Dans ces grottes de glace sous-volcaniques, les températures peuvent atteindre jusqu'à 25 degrés. Suffisamment chaud pour que l'on puisse y traîner en t-shirt et en short, malgré le fait d'être au plein cœur de l'Antarctique. Cela signifie que les systèmes de grottes sous-volcaniques pourraient être suffisamment chauds pour abriter toutes sortes de formes de vie dont nous ne sommes peut-être même pas encore conscients. En 2017, une équipe de l'Université nationale australienne a prélevé un échantillon du sol dans l'un des systèmes de grottes sous le mont Erebus. L'analyse de la composition de cet échantillon a révélé la présence de traces d'ADN d'organismes tels que des algues et des mousses. Plus fascinant encore, des traces d'ADN d'animaux ont également été découvertes, suggérant l'existence d'une oasis subantarctique de vie. La majorité de ces ADN d'animaux correspondaient à des espèces connues pour vivre à la surface, mais certaines traces ne pouvaient être rattachées à aucune espèce déjà identifiée. Ces dernières étaient les plus proches des anthropodes, tels que les crevettes, les mille-pattes ou les araignées, ce qui laisse penser que des espèces d'anthropodes inconnues pourraient abriter ces grottes chaudes sous le mont Erebus. En effet, il existe 15 autres volcans actifs ou semi-actifs répartis à travers l'Antarctique, susceptibles de contenir des réseaux de tunnels et de grottes similaires à ceux sous le mont Erebus, créés par la vapeur chaude. Cela suggère qu'il pourrait y avoir plus d'une douzaine de ces écosystèmes oasis sous la glace antarctique, encore largement inconnus. Des observations par avion équipées de sondes à éco-radio ont révélé un vaste paysage sous la glace, comprenant des vallées ondulantes, des lits de rivières et des collines, similaires aux formations terrestres que l'on trouve ailleurs sur la planète, mais figées dans le temps et enfouies sous des kilomètres de glace. L'une des caractéristiques géographiques les plus fascinantes du continent, récemment découverte en 2019, est le canyon le plus profond de la surface terrestre. Ce canyon, s'il n'était pas dissimulé sous la glace, éclipserait le Grand Canyon américain en termes de profondeur. Situé dans la Grande Antarctique, sous le glacier d'Andaman, ce canyon atteint une profondeur de 3,5 km sous le niveau de la mer, une profondeur remarquablement impressionnante. Pour mettre cela en perspective, cette profondeur est équivalente à celle de l'océan Atlantique moyen et représente environ la moitié de la hauteur du mont Everest. En comparaison, le point le plus bas sous le niveau de la mer sur terre émergée se trouve autour de la mer Morte, entre la Jordanie, Israël et la Cisjordanie, où il descend à seulement 413 mètres sous le niveau de la mer. Ce canyon en Antarctique descend presque 8,5 fois plus profondément que le point le plus bas sous le niveau de la mer sur terre émergée. En réalité, seuls les canyons sous-marins atteignent des profondeurs comparables. Nous ignorions l'existence de ce super canyon en Antarctique jusqu'en 2019, en raison de son recouvrement par des kilomètres de glace pendant des millions d'années. Imaginez l'ampleur de ce canyon sans la glace qui le dissimule. Une vue spectaculaire et inimaginable qui dévoilerait un paysage de profondeur vertigineuse et de grandeur époustouflante. Cependant, le canyon le plus profond de la Terre n'est pas la seule caractéristique géographique fascinante dissimulée par la glace du continent gelé. En 1958, une équipe de chercheurs soviétiques en Antarctique a découvert une chaîne de montagnes massive sous la calotte glaciaire, jusque-là inconnue, appelée la chaîne de montagnes Gamburtsev, en l'honneur du géophysicien soviétique Grigori Gamburtsev. Cette chaîne de montagnes présente une longueur et une hauteur comparables à celle des Alpes, s'étendant sur environ 1200 km avec des sommets atteignant jusqu'à 2700 mètres d'altitude. Ces montagnes sont également complètement dissimulées à la surface, étant enfouies sous plus de 600 mètres de glace et de neige.
Cependant, elles ne sont pas les seules merveilles géographiques cachées sous la glace du continent. À la fin des années 1950 et au début des années 1960, les chercheurs ont détecté une grande anomalie gravitationnelle en Antarctique orientale, où la gravité mesurée était inférieure à ce qui serait naturellement attendu. Cette anomalie s'étend sur une vaste zone sous la calotte glaciaire, mesurant environ 243 km de large et plongeant à une profondeur d'environ 848 mètres. Pendant des décennies, diverses hypothèses ont été proposées pour expliquer cette gravité plus faible dans la région de l'Antarctique orientale. Ce n'est qu'en 2006 qu'une équipe de chercheurs de l'Université d'État de l'Ohio, en utilisant des données satellitaires fournies par la NASA et le Centre aérospatial allemand, a identifié ce qu'ils croyaient être un ancien cratère d'impact de météorites. Ce cratère, enfoui sous la calotte glaciaire, mesure environ 480 km de large. Cependant, en raison de l'emplacement extrêmement éloigné de cette région et de la profondeur de plusieurs kilomètres de glace solide, aucun échantillon direct n'a encore été prélevé pour vérifier cette hypothèse d'impact. Ainsi, bien que l'idée qu'un astéroïde pourrait avoir frappé cette zone et causé un cratère massif en Antarctique soit une théorie hautement probable, elle reste pour l'instant non confirmée. Si l'anomalie gravitationnelle s'avère effectivement être un cratère d'impact de météorites, il serait de loin le plus grand jamais découvert sur Terre, avec une largeur presque 3 fois supérieure à celle du cratère d'impact de Chicxulub, situé dans la péninsule du Yucatan au Mexique. Le cratère de Chicxulub, formé il y a environ 66 millions d'années par un astéroïde de 10 km de large, est largement reconnu pour son rôle potentiel dans l'extinction des dinosaures. Un cratère sous l'Antarctique de cette ampleur surpasserait donc de loin cette célèbre formation en termes de taille. Pour créer un cratère d'impact presque 3 fois plus grand que celui de Chicxulub en Antarctique, l'astéroïde qui aurait frappé la région aurait dû être environ 4 à 5 fois plus grande que l'astéroïde responsable de l'extinction des dinosaures, ce qui correspondrait à un diamètre de 40 à 50 km. Un tel astéroïde serait suffisamment vaste pour s'étendre de Central Park à New York jusqu'au Connecticut, soulignant l'ampleur colossale de l'impact nécessaire pour créer un cratère de cette taille. En raison de processus tels que l'érosion, les cratères d'impact à la surface de la Terre disparaissent progressivement avec le temps. C'est pourquoi les chercheurs de l'Université d'État de l'Ohio, qui ont identifié la structure cachée sous la calotte glaciaire antarctique comme un cratère d'impact, estiment qu'il s'est formé il y a entre 100 et 500 millions d'années. Cette estimation est fondée sur le fait que la structure semble avoir été géographiquement perturbée par la vallée du Rift dans la région, une formation qui ne s'est constituée qu'il y a environ 100 millions d'années, lors de la séparation de l'Antarctique et de l'Australie de l'ancien supercontinent Gondwana. Cette chronologie, allant de 100 à 500 millions d'années, est particulièrement fascinante car elle coïncide potentiellement avec l'un des plus grands événements d'extinction massive de l'histoire de notre planète. L'extension permienne-triasique, survenue il y a environ 251,9 millions d'années. Cet événement cataclysmique, souvent désigné comme la Grande Mort, a marqué une période de bouleversement majeur. À cette époque, environ 57% de toutes les familles biologiques existantes ont été anéanties, englobant une extension de 81% des espèces marines et de 70% des espèces de vertébrés terrestres. Il est donc plausible que cet impact sous l'Antarctique puisse être lié à cet événement apocalyptique, offrant ainsi un lien potentiel entre la formation de ce cratère et l'une des plus grandes crises de biodiversité de l'histoire de la Terre. C'est de loin le plus grand événement d'extinction massive jamais enregistré sur notre planète, et nous n'avons toujours pas d'explication précise sur ce qui l'a causé. Cependant, il est possible que la profonde et mystérieuse calotte glaciaire antarctique cache depuis tout ce temps la clé de la Grande Mort. L'exploration et l'analyse de cette région pourraient potentiellement révéler des indices cruciaux sur les causes de cette extinction cataclysmique. Si l'anomalie gravitationnelle de l'Antarctique orientale s'avère effectivement être le plus grand cratère d'impact jamais découvert, et si cet impact a réellement perturbé la région, il est possible qu'il ait été suffisamment massif et destructeur pour avoir contribué à la rupture du supercontinent Gondwana. Un tel événement aurait pu affaiblir sévèrement la croûte terrestre au point d'impact, ce qui pourrait avoir joué un rôle clé dans la séparation de Gondwana et ses fragments actuels, l'Antarctique, l'Australie et l'Inde. Cette hypothèse pourrait ainsi fournir une explication potentiellement révolutionnaire pour l'un des grands bouleversements géologiques de l'histoire de notre planète. Également cachés sous la vaste calotte glaciaire antarctique se trouvent environ 675 lacs subglaciaires liquides que les chercheurs n'ont commencé à découvrir que depuis les années 1990, il y a à peine 3 décennies. Plusieurs de ces lacs ont été identifiés à plus de 3 km de profondeur sous la surface de la glace. Le plus grand et le plus célèbre de ces lacs est le mystérieux lac Vostok, découvert au début des années 1990 par une équipe de chercheurs russes dans la région orientale du continent. La découverte de ce lac n'a été annoncée en public qu'en 1996 dans une revue scientifique.
Le lac Vostok se révèle être une immense étendue d'eau liquide située à environ 4 km de profondeur sous la calotte glaciaire antarctique. Avec son volume d'eau, le lac Vostok est étonnamment le 6e plus grand lac connu au monde, surpassant en volume même le lac Michigan aux États-Unis. Cette découverte est remarquable non seulement par sa taille, mais aussi par la température de son eau. En effet, l'eau du lac Vostok reste liquide malgré des températures inférieures au point de congélation, avec une température moyenne d'environ -3 °C. Cette situation est possible car on suppose qu'une source géothermique située sur le fond du lac fournit une certaine chaleur, tandis que la pression exercée par les 4 km de glace au-dessus du lac abaisse le point de fusion de la glace, offrant ainsi une isolation contre les températures glaciales de la surface. Bien que l'eau à -3 soit trop froide pour la plupart des formes de vie marines que nous connaissons, elle reste suffisamment chaude pour permettre à diverses espèces adaptées aux environnements extrêmement froids de prospérer dans ce milieu unique. Le krill antarctique, le poisson de glace, la morue arctique, ainsi que certaines espèces d'étoiles de mer, d'oursins de mer et de mollusques sont capables de survivre dans des eaux extrêmement froides, sous zéro. Il est donc fascinant de spéculer sur les formes de vie mystérieuses que nous ne connaissons pas encore et qui pourraient exister dans les profondeurs du lac Vostok et dans les centaines d'autres lacs disséminés à travers l'Antarctique, cachés sous la calotte glaciaire. Ces environnements isolés pourraient abriter des espèces adaptées à des conditions extrêmes, offrant ainsi un aperçu unique des mécanismes de survie dans les milieux inhospitaliers et potentiellement révélateurs de nouvelles formes de vie adaptées à ces écosystèmes extrêmes. Le lac Vostok est particulièrement intrigant car il est supposé avoir été complètement isolé du monde extérieur par la calotte glaciaire antarctique pendant au moins les 15 derniers millions d'années. Cela signifie que si de la vie existe dans le lac, elle a évolué en totale isolation, séparée du reste de la biosphère terrestre pendant des millions d'années. En 2012, une équipe de chercheurs russes a réalisé le premier forage de la surface de la calotte glaciaire antarctique jusqu'à la surface liquide du lac Vostok. Des échantillons d'eau ont été prélevés et ramenés à la surface pour analyse, marquant une étape importante dans l'exploration de ce milieu extrême et potentiellement révélateur de nouvelles formes de vie. Cependant, l'échantillon de forage initial prélevé du lac par les Russes a été largement critiqué par son manque de stérilisation adéquate, ce qui a conduit à des données fortement contaminées. L'analyse ultérieure de l'échantillon d'eau du lac a révélé des traces de kérosène et des contaminants bactériens extérieurs présents sur la mèche de forage avant même qu'elle atteigne le lac. Les chercheurs ont identifié 255 espèces bactériennes contaminantes connues dans l'échantillon de glace de 2012. Malgré cela, ils ont également réussi à identifier au moins une espèce bactérienne inconnue qui n'a pas de correspondance dans les bases de données internationales. L'équipe espère que cette découverte soit la preuve d'une espèce bactérienne inconnue potentiellement endémique au lac Vostok. L'équipe russe a apparemment foré un second trou en 2015, affirmant que celui-ci était plus propre et mieux stérilisé, ce qui a permis d'obtenir un échantillon d'eau de 1 litre du lac Vostok. Cependant, les résultats de cette analyse n'ont jamais été publiés ou rapportés, laissant incertain ce qu'ils ont découvert, le cas échéant. La plupart des chercheurs impliqués avec le lac Vostok s'attendent à ce que, si la vie existe réellement là-bas, elle se limite à des formes de vie simples, comme les bactéries. Bien que cela puisse sembler peu excitant, la découverte de bactéries aurait des implications significatives pour la recherche de vie ailleurs dans notre système solaire, notamment dans les océans liquides sous les couches de glace des lunes de Jupiter, Europe et de Saturne. Néanmoins, il reste possible que des formes de vie plus complexes existent dans le lac Vostok, dépassant nos attentes et ouvrant de nouvelles perspectives sur les conditions extrêmes de vie. En 2020, une étude menée par les chercheurs Kirby et Scott Rogers sur la glace d'accrétion du lac Vostok, plutôt que sur l'eau liquide du lac elle-même, a révélé d'autres espèces bactériennes inconnues et plus fascinantes encore. Une séquence d'ARN qui était plus de 97% similaire à celle d'une espèce de poisson de roche commun le long du littoral antarctique. Cette découverte représente le premier rapport scientifique d'une espèce de poisson inconnue qui pourrait potentiellement exister dans le lac Vostok. Ce serait incroyable de voir un jour un drone sous-marin équipé d'une caméra et d'une lumière déployé dans le lac Vostok pour explorer ce qui s'y trouve réellement. En se basant sur un événement similaire survenu en 2021, les résultats pourraient en effet être extrêmement inattendus et ouvrir de nouvelles perspectives sur la vie dans des environnements extrêmes. Dans les derniers jours de décembre 2021, une équipe de scientifiques néo-zélandaises a fait un petit trou à travers un glacier en Antarctique occidentale. À cet endroit, au courant de Cambe, l'équipe savait qu'une grande caverne d'eau liquide existait à environ 500 mètres sous la surface du glacier, creusée au fil du temps par une petite rivière coulant sous la glace. Lorsque l'équipe a abaissé une caméra dans le trou creusé pour atteindre la caverne d'eau liquide en dessous, ils ont été choqués par ce qu'ils ont vu. Ils ont observé des centaines d'animaux nageant dans cette caverne isolée. Après une analyse plus approfondie, ils ont identifié ces créatures comme étant des amphipodes, des crustacés marins ressemblant à des crevettes.
Cette découverte inattendue démontre que la vie peut prospérer, même dans les environnements les plus extrêmes et isolés de notre planète, ouvrant des perspectives fascinantes pour l'exploration et la compréhension de la biodiversité antarctique. Et ici, dans cette caverne isolée d'eau froide, à 500 mètres sous la glace et à 500 km de la lumière du soleil la plus proche, plongée dans l'obscurité totale, se trouvaient des centaines de formes de vie plus complexes, absolument florissantes. Pratiquement personne ne s'attendait à trouver autant de vie dans un environnement aussi extrême. Cette découverte de 2021 soulève des questions fascinantes sur la vie inconnue qui pourrait exister dans le lac Vostok, ou dans les centaines d'autres lacs enfouis sous la calotte glaciaire antarctique. La région de la calotte glaciaire de l'Antarctique occidentale s'étend sur une vaste zone à peu près de la taille du Mexique. Cependant, à ce jour, l'humanité a réussi à explorer qu'une fraction de cet univers inconnu sous la glace, avec seulement quelques dizaines de petits trous de forage disséminés dans la région, révélant une zone d'observation minuscule à peine de la taille d'un terrain de basket. Cette exploration limitée souligne l'immensité des découvertes potentielles qui nous attendent encore dans les profondeurs glacées de l'Antarctique. Le monde, au-delà de ce terrain de basket, dans une zone de la taille du Mexique, reste non observée, inconnue et mystérieuse. Cette vaste étendue éveille en moi une profonde curiosité et un désir ardent d'exploration. En plus de la vie inconnue et des caractéristiques géographiques qui pourraient se trouver sous la calotte glaciaire antarctique, il est très probable qu'une énorme quantité de ressources naturelles non découvertes et inexploitées y soit également présente. L'humanité pourrait bien commencer à convoiter sérieusement ces richesses dans un avenir proche. Depuis des décennies, les scientifiques théorisent que l'Antarctique pourrait abriter d'importants gisements de ressources énergétiques comme le pétrole, le gaz et le charbon. Cela s'explique par le fait que, pendant des centaines de millions d'années, le continent n'était pas gelé et se trouvait dans une région plus chaude du globe, abritant probablement une abondante vie animale et végétale. Il y a environ 35 millions d'années, l'Antarctique a dérivé suffisamment vers le sud pour commencer à acquérir sa calotte glaciaire. Pendant des centaines de millions d'années avant cela, le continent n'avait jamais été couvert de glace, offrant ainsi une longue période pour que la vie complexe évolue, meure et se transforme progressivement en hydrocarbures comme le pétrole au fil des éons. Cependant, ce n'est que quelques mois avant la publication de cette vidéo, en mai 2024, que nous avons eu une idée plus précise de l'ampleur réelle des réserves de pétrole et de gaz en Antarctique. Au début de ce mois, des preuves présentées au Parlement britannique à Londres ont révélé qu'un navire de recherche russe opérant dans la mer de Weddell, entre la péninsule antarctique à l'ouest et le Grand Antarctique à l'est, avait découvert un champ pétrolier gigantesque. Ce champ est estimé contenir environ 511 milliards de barils, une quantité de pétrole absolument colossale. Pour mettre les choses en perspective, le pétrole contenu dans ce super champ antarctique représente environ le double des réserves contrôlées par l'Arabie Saoudite. En d'autres termes, il équivaut à environ 10 fois la quantité totale de pétrole produit en mer du Nord au cours des 50 dernières années. En 2024, les membres du Parlement britannique ont averti que cette découverte russe pourrait signaler le début de l'exploitation par des pays ou des entreprises qui pourraient déployer leurs plateformes de forage offshore pour exploiter ce gisement. Plus préoccupant encore, la découverte a eu lieu au cœur de la région la plus contestée du continent gelé, revendiquée simultanément par le Royaume-Uni, l'Argentine et partiellement par le Chili. Toutefois, pour l'instant, le forage de pétrole en mer de Weddell est interdit par le droit international en vertu du traité de l'Antarctique, un accord international établi au milieu du XXe siècle. Jusqu'à la fin des années 1950, l'Antarctique était théoriquement une terre libre à l'exploitation, à la colonisation et à la conquête pour quiconque osait s'y aventurer. C'était avant tout un emplacement extrêmement isolé et l'environnement hostile du continent qui décourageait la plupart des tentatives. Toutefois, certains pays ne se sont pas laissés dissuader. Au début du XXe siècle, 7 nations ont officiellement revendiqué des territoires en Antarctique. La Nouvelle-Zélande, l'Australie, la France, la Norvège, ainsi que des revendications concurrentes et chevauchantes du Royaume-Uni, de l'Argentine et du Chili. Ces revendications étaient basées soit sur des droits légaux préexistants, soit sur le contrôle de territoires proches de l'Antarctique, comme les territoires d'origine de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie, les îles Crozet et Kerguelen, proches de la France, ainsi que l'île Bouvet, revendiquée par la Norvège. De même, le territoire revendiqué par le Royaume-Uni en Antarctique découlait principalement de l'extension de ces revendications sur les îles Falkland, ainsi que sur les îles de la Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud à proximité. La revendication de l'Argentine sur l'Antarctique était presque identique, fondée non seulement sur son propre territoire continental, mais aussi sur ses revendications concurrentes sur les mêmes îles revendiquées par le Royaume-Uni, à savoir les îles Falkland, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud. Quant aux revendications du Chili, elles étaient également basées sur la proximité de son territoire continental.
Les disputes territoriales en Antarctique entre le Royaume-Uni, l'Argentine et le Chili, ainsi que les conflits entre l'Argentine et le Royaume-Uni concernant les îles voisines se sont intensifiés au milieu du XXe siècle, menaçant de dégénérer en violence. Dans le contexte de la guerre froide, marqué par les tensions entre les États-Unis et l'Union soviétique, un groupe de 12 pays s'est réuni en 1959 pour signer le traité de l'Antarctique. Ce traité visait principalement à stabiliser la situation en Antarctique en mettant un terme aux revendications territoriales et en interdisant l'utilisation militaire du continent. Il visait également à préserver l'Antarctique pour la recherche scientifique et à garantir un accès international libre et équitable. Les opérations militaires en Antarctique sont strictement limitées par des accords internationaux. Les essais nucléaires, les détonations et le dépôt de déchets nucléaires y sont formellement interdits. Un système de surveillance rigoureux et indépendant a été instauré, permettant à tout État de procéder à des inspections des installations d'autres nations sur le continent sans préavis, afin de garantir le respect des termes du traité. Selon ce traité, l'Antarctique englobe toutes les terres, les glaces, les îles et les océans situés au sud du cercle de latitude de 60 degrés. Les revendications territoriales formulées par 7 pays avant la rectification du traité ont été gelées, rendant ces revendications juridiquement inapplicables. Les États-Unis et l'Union soviétique se sont réservé le droit de faire valoir leurs propres revendications territoriales en Antarctique à une date ultérieure indéterminée. Cependant, tout État peut adhérer au traité et établir des bases de recherche sur le continent, indépendamment des revendications territoriales d'autres pays. Le traité interdit explicitement l'exploitation et l'exploration des ressources potentielles de l'Arctique, y compris toute activité minière ou de forage. Depuis l'entrée en vigueur du traité, aucune exploitation minière n'a été autorisée. En conséquence, en 2024, on compte des dizaines de stations et de bases de recherche réparties sur tout le continent, appartenant à pas moins de 55 pays différents. Beaucoup de ces installations se trouvent dans des zones revendiquées par d'autres pays. Les États-Unis administrent la plus grande base du continent, McMurdo, située dans une région revendiquée par la Nouvelle-Zélande. Pendant les mois d'été les plus chauds, McMurdo peut accueillir jusqu'à 1500 résidents, ce qui représente environ un tiers de la population humaine totale en Antarctique durant cette période. Les États-Unis exploitent également la station de recherche Amundsen Scott, au pôle sud géographique. Bien que les autres bases de recherche soient réparties sur tout le continent, la majorité d'entre elles sont concentrées dans la péninsule antarctique, qui est relativement plus chaude et s'étend vers la pointe sud de l'Amérique du Sud. L'Argentine et le Chili, en tant que pays géographiquement plus proches de l'Antarctique, ont déployé des efforts considérables pour renforcer leurs revendications territoriales sur le continent. Ce sont les deux seuls pays à avoir établi des colonies civiles permanentes en Antarctique. L'Argentine avec la base Esperanza sur la péninsule antarctique et le Chili avec les Villas Las Estrellas sur l'île du Roi George, près de la péninsule. La population de ces colonies varie de quelques dizaines en hiver et un peu plus d'une centaine en été, une taille comparable à celle de la première colonie permanente britannique en Amérique, Roanoke, au XVIe siècle. Dans les années 1970 et 1980, les gouvernements argentins et chiliens ont commencé à envoyer des femmes enceintes dans leurs colonies antarctiques pour y donner naissance, créant ainsi des citoyens argentins et chiliens sur le sol antarctique. Cette démarche visait à renforcer leurs revendications de souveraineté sur les territoires antarctiques qu'ils prétendaient comme leur propre domaine. Cela a culminé avec la naissance du premier être humain sur le continent antarctique, Emilio Marcos Palma, le 7 janvier 1978, suivi par au moins 10 autres enfants argentins et chiliens depuis. Depuis lors, l'Argentine et le Chili ont construit des écoles dans leurs colonies permanentes en Antarctique, où les enfants sont actuellement scolarisés. En plus de leurs revendications territoriales en Antarctique, l'Argentine et le Royaume-Uni se disputent amèrement la souveraineté des îles Falkland, ainsi que de la Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud. Ce conflit est historiquement bien plus controversé que leurs revendications contestées en Antarctique, car contrairement à l'Antarctique, des milliers de personnes vivent dans ces territoires insulaires. Les îles Falkland sont actuellement contrôlées par le Royaume-Uni et abritent environ 3600 citoyens britanniques, une population considérablement plus grande que celle des colonies en Antarctique. Le Royaume-Uni administre les îles Falkland presque continuellement depuis les années 1830. Cependant, pour diverses raisons historiques et géographiques, l'Argentine a contesté vigoureusement ce contrôle britannique depuis près de 2 siècles. Le conflit a atteint son paroxysme en 1982 lorsque l'Argentine a lancé une invasion amphibie à grande échelle des îles Falkland, ainsi que de la Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud. Cela a déclenché une guerre de 10 semaines entre l'Argentine et le Royaume-Uni, causant près de 1000 morts et plus de 2000 blessés, avec des pertes navales importantes des deux côtés. L'invasion a été décisivement poussée par les Britanniques et les îles sont restées sous le contrôle du Royaume-Uni depuis lors. Bien que le conflit sur ces îles persiste, il est largement passé à l'arrière-plan de la géopolitique, étant rarement mentionné aujourd'hui face à des conflits plus importants en Ukraine et au Moyen-Orient.
Mais la récente découverte par les Russes de l'équivalent de 511 milliards de barils de pétrole au centre de leurs revendications en Antarctique pourrait raviver la question des îles Falkland pour Londres et Buenos Aires plus tôt que prévu. Avec le prix actuel du baril de pétrole brut Brent à environ 78,5 € au 3 juillet 2024, les 511 milliards de barils de pétrole découverts dans la mer de Weddell pourraient théoriquement valoir environ 40 000 milliards d'euros, soit presque le double du PIB des États-Unis. Si un pays ou une entreprise pouvait contrôler ce champ pétrolier antarctique sans se soucier des lois internationales et du système de traité de l'Antarctique, il pourrait surpasser l'Arabie Saoudite en tant que puissance pétrolière mondiale et transformer complètement leur économie et société, ce qui représente une incitation énorme. Actuellement, le système du traité de l'Antarctique interdit strictement la récolte des ressources en dessous de la latitude de 60 degrés. Cependant, ce traité doit être réexaminé dans seulement 24 ans, en 2048, et tout pays signataire peut légalement s'en retirer à tout moment. Pour l'instant, les 511 milliards de barils de pétrole que la Russie semble avoir découverts sont mieux considérés comme des dépôts plutôt que des réserves, car personne ne peut légalement y accéder. Mais lorsque le traité de l'Antarctique sera réexaminé en 2048, l'Argentine, le Royaume-Uni, le Chili et peut-être même d'autres puissances extérieures seront fortement motivées pour commencer à autoriser l'extraction de l'exploitation minière en Antarctique, en raison des trillions d'euros potentiels à gagner. La couverture de glace de la mer de Weddell, où le champ pétrolier a été découvert, s'amincit avec le changement climatique, rendant l'accès par bateau ou par plateforme pétrolière offshore de plus en plus facile. De plus, la péninsule antarctique à l'ouest protège partiellement la mer des houles océaniques, souvent violentes, qui tourbillonnent autour du continent. Néanmoins, l'Antarctique, et en particulier la mer de Weddell, reste actuellement un endroit très difficile pour travailler. L'emplacement est extrêmement éloigné, à des milliers de kilomètres des centres civilisationnels en Argentine ou en Afrique du Sud, tandis que les icebergs et les glaces flottantes dans la mer posent encore un grave défi à la stabilité et à la sécurité des plateformes pétrolières offshore. L'extraction du dépôt de pétrole ici sera sans aucun doute une entreprise prohibitive en termes de coûts, ce qui signifie que pour l'instant, même si un pays comme la Russie ne se souciait pas de violer le droit international en extrayant le pétrole, il devra encore faire face à des calculs financiers complexes rendant l'extraction du pétrole économiquement non viable. Cependant, dans un avenir pas si lointain, alors que la couverture de glace de la mer de Weddell s'amincit avec le changement climatique et que le traité de l'Antarctique sera réexaminé en 2048, certains États pourraient tenter leur chance. Si l'Argentine parvient à redresser son économie au cours des prochaines décennies, elle pourrait également être intéressée à défier le Royaume-Uni à nouveau concernant le statut des îles Falkland. Le contrôle des Royaumes-Unis sur ces îles, ainsi que sur les îles de Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud, forme la base légale de sa revendication territoriale en Antarctique à proximité, qui chevauche directement celle de l'Argentine. Avec la découverte par les Russes d'un hypothétique gigantesque champ pétrolier, si, et c'est un énorme si, l'Argentine parvenait miraculeusement à expulser les Britanniques des îles Falkland, elle affaiblirait considérablement les revendications britanniques en Antarctique, tout en renforçant la sienne. Cela pourrait radicalement transformer l'Argentine de la même manière que l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis, surtout après la révision du traité de l'Antarctique en 2048 en leur permettant d'extraire une partie ou même la totalité de ce pétrole. En même temps, le Royaume-Uni sera bien conscient de ce défi potentiel dans les décennies à venir, que l'Argentine et potentiellement d'autres nations comme la Russie pourraient monter contre eux dans la région. Ils seront fortement incités à maintenir leur contrôle sur les îles Falkland, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud à tout prix pour conserver leurs propres revendications en Antarctique et sur le champ pétrolier géant. Quiconque maintient le contrôle de ce champ après 2048 pourrait potentiellement devenir la prochaine Arabie Saoudite du monde. Pour cette raison, l'avenir du continent antarctique est profondément incertain. Nous continuerons à explorer ces sujets géopolitiques et d'autres conflits dans les semaines à venir, alors assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à partager vos réflexions en commentaire ci-dessous. Cliquez ici pour regarder notre dernière vidéo concernant le conflit entre le Maroc et l'Algérie. Merci de nous avoir regardés et à très bientôt.